Bonjour, je suis Johan Dubois, je suis chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors, je commence d'abord par m'excuser parce qu'on va avoir beaucoup de choses en commun avec la présentation précédente de Françoise, donc il va y avoir un peu de redite, comme on ne s'est pas consulté. Voilà. donc je vais essayer de faire un petit panel de ce qu'on peut faire avec les simulations numériques en cosmologie et quel type d'outils on utilise et présenter quelques résultats d'actualité, on va dire. On va essayer de garder juste en tête, je crois que le but de cette présentation, on va essayer d'expliquer la diversité morphologique qu'on peut voir dans les galaxies réelles de notre univers, qui est représenté ici par un diagramme assez classique, qu'on appelle le diagramme de Hubble, avec des galaxies plutôt elliptiques, assez ennuyantes, qui sont très sphériques, qui montrent très peu de structure en général, puis des galaxies très charmantes, des galaxies à disques, avec des bras spiraux, quelquefois des barres, des composantes bulbes plus ou moins prononcées, et puis des galaxies très irrégulières, où il est difficile de définir une forme. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut expliquer, du point de vue de simulation numérique, cette diversité morphologique. Puis d'abord, je vais essayer de vous hypnotiser avec ces deux images. Il y en a une qui est un ciel réel et une qui est un ciel simulé sur ordinateur. Et si vous avez la réponse, ne dites rien. on va voir à la fin laquelle est laquelle. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise des simulations numériques ? Il y a plein de raisons à ça. Déjà, quand on observe le ciel réel, notre univers à nous, le problème c'est que quand on regarde une galaxie, c'est un instantané de cet objet. On peut revenir demain, on peut revenir dans un an, dans un siècle. La galaxie aura exactement la même tête. C'est quelque chose d'assez fondamental lorsqu'on essaye d'étudier notre univers. Contrairement à des processus physiques qu'on étudie dans un laboratoire, sur lesquels on peut manipuler facilement et les faire évoluer, et bien avec notre univers réel, on ne peut pas. Donc les simulations numériques sont un outil qui permet de faire ça, de suivre un objet et de le faire évoluer dans le temps et de voir comment cette galaxie va évoluer. Donc c'est l'intérêt des simulations numériques. Donc on voit ici par exemple une de ces galaxies simulées à différents temps d'une simulation dans l'univers avec sa cosmologie et toute la structure complexe autour. Donc juste un petit rappel, c'est le contenu en énergie de notre univers, en énergie-masse. Donc il y a une grosse composante, 2 tiers de l'univers, c'est de l'énergie noire, redshift 0. Un quart, c'est de la matière noire. Et puis le reste, c'est de la matière plus classique, 5%, c'est ce qu'on appelle des baryons, du gaz essentiellement. Et donc on va essayer de passer en revue un petit peu tout ça. Donc la première preuve observationnelle de la matière noire qui a été faite, c'était dans les années 30 par Zwicky, qui s'était dit, si on mesurait par exemple dans un amas de galaxies, je prends chacune de ces galaxies elliptiques et je mesure leur vitesse et je mesure leur dispersion de vitesse projetée dans ce cas-là, puis on essaie de la reconstruire en 3 dimensions. Et or, une vitesse élevée au carré, c'est proportionnel à la masse qui est contenue dans un certain rayon divisé par ce rayon. D'accord ? Donc on peut accéder à la masse totale. Or, le problème, c'est que quand il a mesuré cette vitesse, la vitesse qui était mesurée et donc la masse qui était obtenue était en désaccord avec la masse visible d'un facteur 5. Donc il y avait une grosse différence. C'est comme ça qu'est apparue la première preuve observationnelle de la présence de matière noire dans l'univers. Pourtant, ce résultat a été ignoré pendant 40 ans, essentiellement. Mais parce que aussi, quand on prétend faire quelque chose de violemment nouveau, il faut plus d'une preuve. Hein. Et donc la deuxième preuve qui est apparue, c'était les observations par Vera Rubin dans les années 70, où le même type de mesure a été fait, mais cette fois-ci à l'intérieur des galaxies elles-mêmes, non plus en regardant les dispersions de vitesse des galaxies les unes par rapport aux autres, mais en prenant des galaxies plutôt à disque, plutôt spirale, comme la galaxie d'Andromède par exemple, et en prenant chacun des petits points va être un nuage de gaz, on mesure sa vitesse de ce nuage, et puis on peut reconstruire des courbes de vitesse, d'accord ? Et bien, avec ces courbes de vitesse, on peut avoir accès à la masse. Et encore une fois, on a vu qu'il y avait de la masse qui manquait. Lorsqu'on prend juste la masse visible, la masse de gaz, la masse d'étoiles, et bien la courbe de vitesse qu'on obtient, c'est la courbe rouge. Donc on voit qu'il manque de la masse par rapport aux courbes de vitesse réelles qui sont observées. Donc c'est une deuxième preuve observationnelle de la masse manquante de l'univers, de la matière noire. Donc c'est ce qui a fait que les gens se sont dit, pour de bon, cette fois-ci, il y a vraiment de la masse manquante dans l'univers. Il y a d'autres preuves observationnelles, on ne va pas tous les lister. Il y a l'effet de l'anti-âge gravitationnel, il y a le fond diffus cosmologique dont je vais parler, ça permet d'introduire plein de choses après. Donc, le fond diffus cosmologique qui est la première lumière apparente de l'univers lorsque les photons arrivent enfin à se découpler de la matière. On voit ici des fluctuations de densité et température. Et en fait, ces fluctuations sont toutes petites, elles sont de l'ordre de 10-5, vous avez ici la valeur en pourcent.
d'accord? Et vous pouvez vous amuser à partir de cette carte d'émission obtenue par le satellite Planck, qui est un satellite d'un projet européen. Vous pouvez mesurer le spectre de puissance de cette carte en termes de distance angulaire. Donc Françoise a introduit le concept tout à l'heure. C'est une transformée de Fourier, la distribution de matière, ici donc sur une sphère. Et on voit que ce spectre de puissance a une certaine forme, okay, qui sont les points rouges. Et si vous voulez réussir à reproduire ces données observationnelles, la seule façon de le faire, c'est d'avoir ce contenu en énergie et en masse dans l'univers. Donc d'avoir 70% d'énergie noire, 27% de matière noire, 5% de matière classique. Donc c'est encore une autre preuve observationnelle de la matière noire. Donc très rapidement, ici, c'est un peu le schéma classique qui permet de résumer en une diapositive l'évolution de notre univers, la formation des galaxies. Donc on a la singularité initiale, la période d'inflation, d'expansion cosmique très rapide, le fond diffus cosmologique qu'on peut observer, les fluctuations primordiales de densité. L'univers continue de s'étendre, la gravitation fait son travail, les structures s'effondrent, les premiers vides apparaissent, les premiers filaments, les premiers halos de matière noire. Au sein de ces halos de matière noire vont s'effondrer les galaxies et des étoiles vont se former au sein de ces galaxies. Donc on retrouve ce type de structure à grande échelle lorsqu'on observe les galaxies directement. Donc ici, c'est la première preuve observationnelle de la distribution sous forme de structure de type filament des galaxies. Donc ici, chaque point, l'observateur est là, hein, et chaque point est une galaxie, comme celle-ci, si on avait une très haute résolution pour observer chacun de ces points. Et on voit, en dehors du petit bonhomme qui lève les bras ici, on voit des murs et des grands vides qui apparaissent avec des groupes de galaxies qu'on appelle les amas de galaxies. D'accord ? Ce genre de structure a aussi été reproduite dans les simulations numériques de la même époque. Donc ici, il y a un papier de Nathalie Klipin et Chandarin en 1983. Cette simulation avait 4000 particules, c'est tout petit par rapport au nombre de particules qu'on utilise maintenant dans les simulations numériques. Par exemple, la simulation avec le plus grand nombre de particules qui permet de faire ces volumes cosmologiques à 10 puissance 12 particules. Donc c'est vraiment, on change complètement d'ordre de grandeur. Mais déjà, à l'époque, eh bien, on peut, si on a un peu d'imagination, on arrive à voir cette structure qui apparaît. On voit ces amas de matière qui apparaissent comme ici. On a des vides qui semblent aussi apparaître. On a des murs ou des filaments aussi qui se structurent à grande échelle. Donc, quand on a des relevés de plus en plus précis et des simulations de meilleure qualité, eh bien, on voit encore plus facilement cette toile cosmique apparaître à grande échelle. Donc ça, c'est l'image, la première observation de cette structure à grande échelle qu'on voit ici. Puis le relevé du Sloan Digital Sky Survey, du 2DF, ici. Et ça, c'est une simulation numérique que Françoise a déjà présentée, la simulation Millennium, qui reproduit cette structure en forme de toile cosmique de l'univers. On peut ensuite dézoomer à plus grande échelle. Ça, donc on retrouve le SDSS qu'on a vu sur l'image précédente. Et puis si on va plus profond dans l'univers, on retrouve encore une fois cette toile cosmique. Ce n'est pas juste un effet de l'univers proche. À toutes les échelles, à toutes les distances, à tout âge de l'univers, on retrouve cette structure en forme de toile cosmique. Donc on peut assez facilement comprendre un peu qualitativement avec les mains ce qui se passe, pourquoi on a une telle structure sous forme de filament et de halo de matière. Donc ces petites fluctuations primordiales de densité, elles ne sont jamais parfaitement sphériques. Elles ont toujours des directions privilégiées d'élongation. Bien sûr, l'image qu'on voit ici est deux-dimensionnelle, elle est projetée, mais en réalité, ces fluctuations sont intrinsèquement tridimensionnelles. Donc ce sont des ellipses en 3D, donc il faut imaginer que le petit cercle que j'ai dessiné est tridimensionnel. Donc il y a une première direction qui s'effondre, toujours une direction qui s'effondre en premier, qui est celle la plus contractée initialement. Donc ça va former ce qu'on appelle les pancakes, les murs, pancakes de Zeldovich, qui était le chercheur soviétique qui a été le premier à prédire ce type de structure. Et ensuite, il y a la deuxième direction d'effondrement qui se fait, c'est le filament qui apparaît, donc le filament qui est perpendiculaire à l'écran qu'on est en train de regarder. Et enfin, la troisième direction d'effondrement qui se fait le long de cette direction perpendiculaire à l'écran, qui va former ensuite les halos de matière noire, au sein desquels on va avoir les galaxies qui vont se former. Donc pourquoi est-ce qu'on a besoin de simulation numérique ? La raison est double. C'est que la formation des galaxies, c'est fondamentalement un problème multi-échelle, malheureusement à cause de la gravité, qui tend à tout structurer dans l'univers, à faire s'effondrer les choses. Donc il y a plein d'échelles différentes qui entrent en jeu.
Et c'est un problème multiphysique, on va le voir. Il y a des processus de dynamique des fluides qui apparaissent. Il faut prendre en compte la formation d'étoiles, la rétroaction de cette formation d'étoiles qui va se faire par exemple par le biais des explosions de supernovas, la rétroaction des trous noirs au centre des galaxies. Donc c'est vraiment un problème qui fait appel à plein de physiques différentes. Ça peut être encore plus compliqué si on veut prendre en compte la dynamique des poussières, les réactions chimiques dans le gaz, le champ magnétique, la propagation de particules relativistes par exemple. Donc l'intérêt de faire des simulations numériques, c'est qu'on peut mettre tout ça dans un code, et le code fait le travail pour nous et nous fait des prédictions. Donc ce n'est pas si simple évidemment, parce qu'il y a une difficulté à mettre en code des équations, on va le voir. Donc juste par le biais de comment est-ce qu'on code la gravitation et comment est-ce qu'on code la dynamique des fluides. Donc on peut faire une approche très naïve pour calculer la dynamique gravitationnelle. On va prendre ça va être le calcul des forces entre plusieurs particules. Donc on prend l'exemple de 4 particules dont on doit calculer les forces. Donc, par exemple, la première particule, on va devoir calculer 3 forces qui agissent sur elle, qui vont composer son accélération, qui vont nous permettre de déplacer cette particule suivant cette force. Donc on a 3 forces à calculer. On recommence sur la deuxième particule, on a 3 forces à calculer. Si on est un petit peu malin, on voit que cette force, suivant la loi d'action-réaction, on l'a déjà calculée, sauf qu'il y a un signe moins devant, donc on n'a que 2 forces à calculer. On recommence pour la troisième particule. On voit qu'on a 3 forces à calculer, mais ces deux-là, c'est pareil, on les a déjà calculées, donc on va éviter de le refaire, et ainsi de suite. Donc on voit qu'à la fin, on a 3 forces, 2 forces, 1 force, 0 force, 6 forces à calculer. Donc le nombre de forces, on peut répéter l'expérience. Si on a n particules, eh ben, on a n particules fois n moins 1 force à calculer, divisé par 2, parce qu'on, suivant la loi d'action-réaction, on évite de calculer 2 fois les mêmes forces. Donc on a bien 6 forces dans ce cas-là. Et donc si on prend un exemple, si on a 1 milliard de particules, vous vous rappelez, je vous ai dit la simulation la plus grande qu'on est capable de faire à l'heure actuelle à 10 puissance 12 particules, donc j'ai fait une estimation très conservative, 10 puissance 9 particules, on a 5 10 puissance 17 interactions à calculer. Et ça, on ne sait pas faire à l'heure actuelle en calcul direct. Le mieux qu'on sache faire, c'est 10 puissance 6 particules. Donc on utilise des astuces. L'une d'entre elles est celle qu'a présentée Françoise. Donc on se dit, on va regrouper ces interactions. Après tout, lorsqu'on a une particule qui se retrouve là et un petit paquet, un petit agrégat de particules qui est très loin, peut-être qu'on peut regrouper les particules entre elles pour calculer une seule force. Et pour ça, on va utiliser un code en arbre. On va diviser le volume avec des cellules dont la taille va dépendre localement du nombre de particules qu'on a. Puis ensuite, on va plonger dans cet arbre pour récupérer la force. Donc, par exemple, tout cet agrégat de particules, on va remplacer par une particule virtuelle avec un centre de masse et une masse donnée qui va correspondre à une seule force à calculer plutôt que de calculer les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 forces associées. Donc c'est beaucoup plus rapide. On peut montrer formellement que ce type de code va comme n fois le logarithme de n. Donc si on prend 1 milliard de particules, on a 10 puissance 10 interactions. Il y a un préfacteur qui apparaît devant, mais c'est juste pour montrer qu'on a beaucoup moins d'interactions à faire. L'autre approche complémentaire, c'est d'utiliser un code dit particle mesh, donc particules sur la grille. Donc cette fois-ci, on projette la masse des particules sur la grille. On a une grille avec une distribution de masse. On fait une transformée de Fourier de cette distribution de masse pour calculer le potentiel. Vous voyez qu'ici, on a la loi de Poisson. Donc le Laplacien, la dérivée seconde du potentiel égale à une constante fois la masse dans chacune des cellules. Et donc, si on fait la transformée de Fourier de ceci, on n'a plus que normalement un nombre d'ondes au carré fois un potentiel à calculer. On peut obtenir le potentiel très rapidement. Ensuite, on calcule l'accélération. On peut de nouveau déplacer les particules. Donc voici l'exemple. Ça, c'est une simulation qu'on a fait avec Stéphane Colombi à l'IAP qui contient 10 puissance 10 particules. Donc, ce n'est pas ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, mais vous pouvez faire ça presque sur votre ordinateur de bureau maintenant. Pas tout à fait, mais pas loin. Et on voit déjà les structures apparaître à grande échelle. Donc, les grands vides de matière, les filaments cosmiques, qui sont pour certains aussi des murs, et puis les halos de matière noire très brillants à divers endroits. Donc pourquoi est-ce qu'on fait des simulations numériques juste avec la matière noire? Eh bien, l'intérêt, c'est qu'une des sondes cosmologiques qui est intéressante, c'est le spectre de puissance de la distribution de matière totale. Donc si par exemple, vous vous amusez à décomposer la distribution de matière en fonction du nombre d'ondes, qui est en réalité, donc K, c'est l'inverse d'une longueur d'onde. Donc j'ai mis ici pour indiquer des échelles caractéristiques.
Donc on va mesurer la puissance qu'on a entre deux types d'échelles différentes. Et cette forme du spectre de puissance, en fonction du nombre d'ondes, dépend complètement de la cosmologie. On va le voir après. Mais surtout, la forme de ce spectre est très difficile à obtenir à partir du point de vue analytique. On peut faire de la théorie du développement perturbatif, linéaire, de l'effondrement des structures, mais ce développement fonctionne jusqu'à une certaine échelle, qui est ce qu'on appelle l'échelle de régime non linéaire, okay, qui est à peu près ici, à 0,1 h par mégaparsec. Et au-delà de ça, on voit que la prédiction linéaire, qui est en vert, je ne sais pas si vous arrivez à très bien la voir, mais la courbe verte, je la continue ici, et on voit que la prédiction N-core, la prédiction de simulation, c'est la courbe rouge. Donc on a une forte déviation entre le développement linéaire et le résultat des simulations numériques. On peut faire ensuite des développements perturbatifs à des ordres de plus en plus élevés qui permettent d'approcher un peu mieux les résultats de la simulation numérique, mais il y a tout de même des petites différences qui apparaissent et qui sont de l'ordre de grandeur du type de cosmologie qu'on va vouloir explorer. On va le voir juste ensuite. Donc c'est l'intérêt des simulations N-core, c'est de pouvoir sonder ce régime non linéaire. Donc ici, c'est un exemple qui est pris d'un papier assez récent qui consiste à faire une grande simulation avec plein de particules de matière noire. Et on utilise la théorie standard de l'univers. On a cette composition en masse-énergie, qui est la partie au sud, en bas de cette figure. Et au-dessus, on utilise des équations d'Einstein modifiées, où on se débarrasse, dans ce cas-là, par exemple, de la composante énergie noire, qu'on remplace par un potentiel effectif dans l'équation de Poisson. Et donc, ça va avoir un effet sur la structuration de l'univers à certaines échelles. On le voit déjà, par exemple, ce petit amas qui apparaît ici dans le modèle d'univers standard se dédouble en deux amas, par exemple. Donc on va voir que le spectre de puissance va être différent. Et ça, par exemple, ça va être cette mesure du spectre de puissance. Donc oubliez toutes les autres courbes, regardez juste la courbe bleue continue. Et on voit que la différence entre les deux spectres de puissance par rapport au spectre de puissance standard est de 0,1, 0,2, donc de la dizaine, quelques dizaines de pourcents, donc est significatif à une échelle de 1 sur h mégaparsec. D'accord ? Donc l'intérêt des simulations N-core, dans ce régime où les théories analytiques ont du mal à sonder précisément le spectre de puissance, c'est que les simulations N-core vont pouvoir explorer des théories à gravité modifiée, par exemple. Donc l'autre aspect important, c'est d'être capable de modéliser la matière plus classique, le gaz, la matière qu'on appelle baryonique, qui est celle qu'on observe classiquement dans l'univers, donc qui se retrouve à absolument toutes les échelles de l'univers, que ce soit l'échelle de notre système solaire, le Soleil, qu'on retrouve dans le milieu interstellaire par les explosions de supernovae, par exemple, dans le milieu interstellaire à un peu plus grande échelle, avec des nuages de poussière, par exemple, très sombres ici. Au-delà des galaxies elles-mêmes, on retrouve ce qu'on appelle des vents galactiques. La matière est propulsée par ces explosions de supernovae ou par un trou noir central et est projetée et perdue pour la galaxie. On retrouve aussi cette matière classique dans les jets des trous noirs supermassifs et puis dans les amas de galaxies sous forme d'émissions de rayons X du gaz chaud. Donc il faut être capable de modéliser la dynamique de ces gaz, de ces fluides. Donc pour ça, je vais essayer d'introduire un peu comment est-ce qu'on fait ça numériquement. Donc deux choses à retenir. Un gaz est dit collisionnel. Lorsqu'on a deux couches de gaz, deux nuages de gaz qui se rencontrent, ils peuvent faire deux choses. Ils peuvent se mélanger ou produire des ondes de choc. Donc on va voir ces deux aspects qui peuvent être reproduits par des simulations numériques. Juste petite chose qui est bien à garder en tête, c'est que ce sont des gaz très différents, fondamentalement différents de ceux avec lesquels on a l'habitude d'interagir sur Terre. L'air qu'on respire, il y a à peu près 10 puissance 20 particules par centimètre cube. Le gaz astrophysique qui va former des étoiles dans le milieu interstellaire, c'est une particule par centimètre cube. Le gaz qui est dans les très grandes structures de l'univers, c'est une particule par mètre cube, donc c'est des ordres de grandeur complètement différents. Et pourtant, on peut tout de même les modéliser avec les mêmes équations de la dynamique des fluides, qui sont celles-ci. Donc c'est le moment avec équation de la présentation. Ensuite, on s'arrêtera. Donc c'est les équations de Navier-Stokes. C'est bien de les avoir un petit peu en tête. Donc on a c'est un système d'équations aux variables couplées. Donc on a essentiellement trois aspects. La conservation de la masse. Donc ici, c'est la masse par unité de volume.
sa dérivée par rapport au temps dépend de la variation spatiale de l'impulsion, donc la densité fois la vitesse. Mais l'évolution de l'impulsion par rapport au temps dépend, elle, de l'énergie cinétique, la variation spatiale de l'énergie cinétique et la variation spatiale de la pression. Et ça, ce sont des composantes d'énergie qui se retrouvent dans une autre équation de conservation, qui est celle de l'énergie. La dérivée temporelle dépend de la dérivée spatiale d'autres quantités, ce qu'on appelle l'enthalpie. Et donc, tout ce système forme un système d'équations couplées qu'on va essayer de résoudre. Donc, on peut le simplifier juste, en tout cas, de manière formelle, pour le représenter. On peut remplacer toutes ces variables, masse volumique, impulsion, énergie, par un grand vecteur U, okay, qu'on remplace. Donc, la dérivée temporelle de ce grand vecteur U qui englobe ces variables conservatives va dépendre de la variation d'un flux de ces mêmes grandeurs. Donc, de manière très simple, en fait, ce qu'on va devoir calculer, c'est les différences des flux. Si on se donne un domaine à calculer, on a ces variables U au centre de ces cellules, et on va devoir calculer des flux aux faces, à chacune des faces, des interfaces de cette cellule, de ce petit volume 3D. Et en faisant le bilan des flux, on va savoir de quelle quantité on doit faire varier ces variables U. Donc voilà comment on les représente. On va représenter ce grand vecteur U, donc la masse volumique, à une certaine fonction. Donc ici, on se place juste en 1D pour schématiser très simplement ce qui se passe. Donc on a une certaine fonction de la masse volumique dans l'espace, okay, en fonction de x. On a une certaine représentation de la fonction impulsion dans l'espace, une certaine représentation de la fonction d'énergie totale dans l'espace, et on va devoir discrétiser, mettre sur une grille ces valeurs. Donc on va prendre l'exemple par exemple de la masse volumique. Eh bien, on va devoir la remplacer par des fonctions constantes par morceau. Donc chaque i qui apparaît, -2 et -1i, c'est une position de cellule. Et donc on va avoir une valeur centrée de chacune de cette quantité masse volumique. Et donc l'idée, ça va être de devoir calculer le flux à l'interface de chacune de ces cellules. Donc l'idée est la suivante. On zoome sur une de ces cellules. Donc on a une valeur centrée de chacune de ces quantités, densité, masse volumique, impulsion, énergie, et on va devoir calculer des flux à gauche et à droite de cette cellule, tout simplement. Donc, si on reprojette, donc, on va s'intéresser juste à l'interface de droite, quelques secondes, et donc on va vouloir calculer le flux à l'interface droite, donc on va avoir un état à gauche de cette interface, un état à droite de cette interface, avec deux valeurs différentes pour la masse volumique, l'impulsion, l'énergie totale. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un problème de Riemann, qui est un problème classique en dynamique des fluides, qui a une solution analytique, on a de la chance, on peut résoudre analytiquement ce problème. C'est une solution compliquée, mais qui a une solution analytique. Et donc essentiellement, ici, vous voyez l'évolution de ce type de problème de Riemann gouverné par les équations de Navier-Stokes. Et donc on voit trois types d'ondes qui apparaissent. Donc il faut imaginer un problème, on a un état gauche, un état droite, séparé par une membrane imperméable au début, et on retire violemment cette membrane, et on regarde ce qui se passe. Et donc on a une onde de raréfaction qui va vider la matière à gauche de cette interface, qui va aller à droite. On a une onde de contact qui apparaît, on a une onde de choc qui se propage. Et puis on a les mêmes caractéristiques qui apparaissent pour faire des transitions sur l'énergie et la vitesse. Et on va se servir en fait de cette solution analytique pour pouvoir calculer un flux à l'interface des cellules. Donc finalement, on peut résumer le problème, c'est qu'on a toute cette distribution de nos grandeurs conservatives, et on va avoir n plus 1 problème de Riemann à résoudre à chaque interface pour calculer un flux et pouvoir mettre à jour nos grandeurs conservatives qu'on veut connaître. Donc ça, c'est vraiment la version très basique de la dynamique des fluides numérique. On peut faire beaucoup mieux. En fait, on peut faire des reconstructions linéaires de ces valeurs, donc ce qui permet d'aller à des ordres plus élevés, d'avoir des méthodes plus précises. Mais il y a aussi des difficultés. Par exemple, quand vous faites une reconstruction linéaire, il faut éviter que les pentes que vous obtenez créent des nouveaux extrémas, donc, qui brisent la monotonicité de la solution. Donc, c'est pour ça des limiteurs de pente. On peut faire des interpolations d'ordre encore plus élevé avec des polynômes, par exemple. Donc c'est toute une zoologie, on va dire, de la résolution de la dynamique des fluides sur une grille. Donc c'est vraiment un champ de recherche en soi. Il y a des gens, ils passent 40 années de leur vie à travailler, à concevoir des
des algorithmes numériques pour suivre la dynamique des fluides de manière plus précise. Donc on le voit ici, par exemple, c'est le trait plein que vous voyez, c'est la solution analytique à un problème avec une membrane initiale qu'on enlève. Et on voit la solution numérique avec les points, et vous voyez que suivant le type de méthode, donc à chaque fois c'est des méthodes différentes, je ne vais pas les détailler, c'est des méthodes différentes, et on voit que la solution n'est pas toujours la même, il y a des méthodes plus précises que d'autres. Par exemple, ici, c'est une méthode d'ordre plus élevé pour reconstruire la forme des variables que celle-ci, par exemple. Donc on a une solution plus précise. Donc on peut mettre ça dans un code et regarder ce qui se passe, par exemple, pour un cas, c'est un cas très standard qu'on fait pour essayer en général de casser notre code. Si notre code il résiste à ce genre de test, il fonctionne dans plein de régimes différents. Donc c'est le cas d'une explosion de supernova, donc une étoile très massive, par exemple, qui va faire au moins 10 fois la masse de notre Soleil. Au bout de 10 millions d'années, va finir par exploser et va injecter une quantité phénoménale d'énergie dans le milieu interstellaire et va créer une explosion. On peut comparer ça avec l'explosion d'une bombe atomique sur Terre. C'est un peu différent parce qu'il y a un gradient spécifique gravitationnel, mais ça y ressemble beaucoup. Donc il y a une explosion qui se passe au centre et j'ai mis un petit nuage de gaz sur le côté, on va voir ce qui se passe. Donc il y a cette onde de choc qui se propage et qui va balayer cette couche de gaz et détruire ce nuage. De manière analogique, vous avez une explosion atomique qui se passe et puis vous avez une maison et la maison se fait complètement détruire par l'onde de choc lorsqu'elle passe au travers. Donc voici une explosion de supernova telle qu'on peut l'observer dans notre galaxie par exemple. Alors un autre cas test qu'on doit faire en général pour voir si notre code marche suffisamment bien, c'est d'essayer de mettre des couches de gaz en cisaillement. Donc vous avez 2 couches de gaz avec des densités identiques ou pas, et vous avez une vitesse qui monte, une vitesse qui descend. Okay, et vous perturbez un tout petit peu l'interface, il n'y a pas besoin de mettre des très grandes perturbations, des perturbations inférieures à des pourcents suffisent largement. Et en fait, on va voir ce qui se passe. Eh bien, ce gaz va cisailler et va se créer ce qu'on appelle une instabilité de Kelvin-Helmholtz qui va mélanger ce gaz à l'interface de ces 2 couches initiales. Donc c'est équivalent, on peut voir cette forme de nuage, c'est assez rare de le voir, mais on arrive à voir ça parfois dans l'atmosphère, ces rouleaux des nuages qui peuvent apparaître. Donc de manière équivalente, par exemple, on voit ça dans notre univers pour des galaxies qui plongeraient dans du gaz chaud. Donc c'est plusieurs images de galaxies assez spectaculaires, et le gaz rouge qu'on voit, qui est du gaz relativement froid, à quelques froid pour un gaz astrophysique, donc il y a quelques 10 000 Kelvin, 10 000 degrés, et ce gaz est arraché en fait, de la galaxie, parce que cette galaxie est en train de plonger dans du gaz chaud, frotte sur du gaz environnant et se mélange avec le gaz. Donc c'est ce qu'on appelle du stripping en anglais, l'arrachage de gaz dans les galaxies. Donc c'est un processus qui est important à modéliser numériquement. Comment est-ce qu'on peut gérer la multitude d'échelles? Donc le problème, c'est que ou ce qui nous est donné de la physique, c'est qu'il y a la gravité, et la gravité structure les échelles, fait s'effondrer la matière. Et donc forcément, quand on commence à très grande échelle, on a ces structures qui apparaissent, filaments, vides, etc., les halos de matière noire, et puis on plonge dans les halos, on voit des filaments qui apparaissent, beaucoup plus minces, des galaxies. Au sein de ces galaxies, il y a des nuages de gaz encore plus froids qui apparaissent, où vont se former les étoiles. Donc comment est-ce qu'on gère cette multitude d'échelles? Si on fait juste un petit calcul très simple sur une serviette en papier, on peut montrer, par exemple, ici, cette échelle de 10 puissance 25 mètres, divisée par ce qu'on veut résoudre, une cellule ici de 10 puissance 18 mètres. Donc on a 10 puissance 7 cellules en une dimension, on fait ça en 3D. On a 10 puissance 21 cellules, donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire en pratique. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ne met pas le raffinement partout de la même manière, on fait du raffinement adaptatif de maille pour ce qui est des codes sur grille, et qui permettent de mettre la résolution là où est la masse. Donc suivant un critère en masse, à chaque fois qu'on passe une certaine masse dans une cellule, eh bien, on raffine cette cellule en 8 nouvelles cellules en 3 dimensions. Donc c'est ce que font plein de codes, comme le code Ramsès développé par Romain Tessier, le code ENSO, Athena++. Ce sont tous des codes publics, hein, si vous avez envie de vous amuser avec, ils sont téléchargeables sur le web. Donc il y a d'autres approches que je vais survoler, Françoise en a dit quelques mots. Il y a les codes type Smooth Particle Hydrodynamics qui sont un peu orthogonales à la façon dont on résout la dynamique des fluides sur une grille. Si on modélise
notre fluide par des particules, on lisse les quantités masse volumique, impulsion, énergie totale avec une certaine fonction de lissage et on laisse évoluer ces particules. Donc c'est une façon de faire. Il y a une autre approche qui est très proche de ce que font les codes sur grille fixe ou à raffinement adaptatif comme ce qu'on a discuté, c'est les codes à grille déformable. Donc cette fois-ci, c'est les cellules elles-mêmes qui ont le droit de se déformer en fonction au fur et à mesure que le fluide se déplace. Et enfin, il y a des méthodes carrément hybrides qui essayent d'exploiter le meilleur des deux mondes, où on a des sortes de cellules avec des bords indéfinis qu'on arrive à faire déplacer entre elles et où le fluide peut être échangé entre chacune des particules. Donc, un aspect important des simulations numériques, c'est des simulations qui coûtent cher en temps de calcul. Ce n'est pas juste résoudre une équation à partir d'un calcul analytique. On met sur ordinateur, on doit mettre des cellules, des éléments de résolution. Et donc pour ça, on utilise des grands centres de calcul et on utilise des processeurs en parallèle. Donc l'une des façons de faire, c'est de décomposer la boîte de simulation en 3D avec, en petits sous-volumes. Donc pour ça, on utilise des fonctions de remplissage du volume. Ici, c'est ce qu'on appelle une courbe de Pinot-Hilbert qui essaye de remplir l'espace de manière assez compacte. Si vous prenez une paire de ciseaux et que vous découpez votre courbe à deux endroits aléatoires, plus ou moins la courbe va ressembler à quelque chose d'assez compact sous forme de rectangle. Donc ce qui sied bien à avoir des volumes gérés par des processeurs individuels. Et à l'interface de chacun des processeurs, on va devoir faire des communications pour échanger de l'information. Et c'est ce qui permet de faire des simulations de plus en plus grandes avec des échelles de plus en plus petites. En même temps, donc ici, vous voyez la taille des simulations en fonction de l'année. Donc je crois qu'à gauche, c'est les années 70, et ici, on est à l'heure actuelle, 2015, je crois que ça s'arrête par là. Et on voit la taille, c'est une échelle logarithmique, donc chaque cran prend un facteur 10 à chaque fois. Donc on voit la montée en puissance de ces simulations. Et pour ça, donc, on utilise des armoires et des armoires de processeurs pour faire ces calculs. Donc à l'heure actuelle, ce type de simulation utilise de manière assez standard 1000, 10 000 processeurs, 100 000 processeurs pour les plus grandes simulations. Donc, on a passé en revue donc, la gravité, la dynamique des fluides. Un autre aspect important, c'est le refroidissement de la matière, et du gaz en particulier. La matière noire n'interagissant pas, puisqu'on ne la voit pas, c'est une matière qui interagit peu avec la matière classique et avec elle-même. Par contre, le gaz, lui, interagit, et le fait qu'il interagisse libère des photons, et ces photons sont perdus pour le gaz lui-même. C'est ce qui fait qu'on voit le gaz émettre de la lumière, qu'on peut l'observer, bien sûr. Et le pendant de ça, c'est que ce photon emmène de l'énergie avec lui, et donc le gaz va baisser en température, va perdre du support de pression. Donc on a une certaine forme de cette fonction de refroidissement en fonction de la température. Donc ici, c'est juste illustrer le rayonnement de freinage, interaction entre deux électrons qui libèrent un photon en rayon X. C'est comme ça qu'on voit les amas de galaxies, par exemple ici. Mais il y a d'autres processus, comme les processus de recombinaison des électrons avec les atomes ionisés, par exemple. On voit ici, ça va être le pic de l'hydrogène, ici le pic de l'hélium. Et puis, lorsqu'on met des éléments plus lourds que l'hélium, on a les métaux qui agissent et qui augmentent les taux de refroidissement du gaz. Donc ici, vous voyez les contributions de chacun des éléments métalliques, le carbone, l'oxygène, une grosse composition du fer ici qui apparaît aussi. Donc c'est assez fondamental, le refroidissement du gaz pour ces simulations. Donc c'est deux simulations absolument identiques, sauf que celle de gauche est faite sans refroidissement, et celle de droite est faite avec ces fonctions de refroidissement que j'ai présentées. Et donc la différence est quand même assez spectaculaire, en tout cas à très haut redshift. Voilà, ça se relance tout seul, c'est magnifique. Et on voit ces filaments qui apparaissent, les filaments sont beaucoup plus minces, on voit ces points brillants aussi qui se dessinent et qui sont le gaz très froid au sein des galaxies. Alors qu'en l'absence de refroidissement, tout est très diffus, les filaments sont extrêmement étalés, etc. Donc le refroidissement est un aspect essentiel de la formation des galaxies et des structures, et de l'évolution des structures. Donc c'est un autre impact, c'est que ce refroidissement va faire que l'accrétion de matière sur les galaxies va se faire de manière froide pour les galaxies de faible masse et de manière chaude pour les galaxies de forte masse. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc ici, c'est une simulation numérique où on voit
un halo ou une galaxie de faible masse qui est connectée à de multiples filaments. Okay, là, on voit la température, filament de froid qui arrive à se connecter à la galaxie centrale. Et ici, une galaxie plus massive, un halo plus massif, plus chaud, où les filaments semblent percuter à ce rayon caractéristique qui est le rayon du halo. Et il ne reste plus que du gaz chaud et le filament n'arrive pas à se connecter directement à la galaxie au centre. Donc pourquoi ça se passe comme ça? Eh bien, on peut essayer de retracer la courbe de refroidissement en fonction de la température. Une température, en fait, c'est plus ou moins une masse pour le halo. Si vous vous rappelez, une vitesse au carré, c'est égal à une constante fois la masse divisée par le rayon. Or, une vitesse au carré, c'est une température modulo quelques préfacteurs, quelques constantes. Okay, donc on peut réécrire une température en fonction de la masse du halo. Donc cette courbe de refroidissement, si on veut avoir un temps de refroidissement, eh bien, ça va être une énergie, ou si vous préférez une température, divisée par le temps de refroidissement. Donc il suffit, pour la première partie, de retourner cette courbe. On a 1 sur le taux de refroidissement et on multiplie par la température. Okay, et on a un temps de refroidissement. Et donc quand ce temps de refroidissement est plus court qu'un temps caractéristique qui est de l'ordre de 1 milliard d'années, qui est typiquement le temps qu'il va falloir pour ces filaments pour choquer, traverser le halo, eh bien, le gaz va refroidir plus rapidement qu'il ne peut être compressé, choqué, et donc il va arriver de façon froide sur la galaxie. Et au contraire, si ce temps de refroidissement est plus grand qu'1 milliard d'années, eh bien, le gaz va choquer et va arriver de façon chaude sur la galaxie centrale. Et cette transition apparaît environ à une température de 10 puissance 6 K et environ pour un halo de masse de 10 puissance 12, donc ce qui n'est pas loin de ce qu'on voit en transition accrétion froide à accrétion chaude sur les galaxies. Donc on revoit ici la connexion de ces filaments sur les galaxies. Donc on voit ici 3 filaments froids, donc c'est des cartes d'entropie, de densité projetée. Et ici le flux, c'est le plus important, c'est le flux sur cette carte. Donc on voit, plus c'est bleu et plus le flux est important, c'est des valeurs négatives, donc la masse est transportée à l'intérieur du halo. Et donc on voit que ces filaments transportent l'essentiel de la masse qui va être accrétée sur la galaxie centrale. Donc c'est un aspect essentiel des galaxies de faible masse. Ces filaments se connectent fortement à la galaxie centrale, amènent énormément de matière et vont s'enrouler autour du disque central, ce qui permet d'expliquer la formation des disques de type Voie lactée, comme notre galaxie par exemple. Donc ici c'est un film. Vous voyez en mouvement cette accrétion filamentaire se faire. Donc il y a la galaxie centrale, le disque qu'on voit apparaître qui change d'orientation suivant la connexion qui peut se faire avec certaines galaxies autour. Et puis cette accrétion filamentaire, qui se fait au cours du temps. Donc c'est filaments très froids dans l'univers précoce parce que le halo est peu massif. Et puis à fur et à mesure que le halo gagne de la masse, cette accrétion filamentaire va disparaître. Et les filaments vont choquer et essentiellement du gaz chaud va rester autour de la galaxie. Donc on voit, on peut expliquer, donc on a réussi là, à expliquer très qualitativement la formation des disques. Or, si vous vous rappelez, au début on disait qu'on a une variété morphologique dans les galaxies qu'on peut observer. Donc maintenant il va falloir essayer d'expliquer la formation des galaxies elliptiques. Donc avant ça, je vais juste vous montrer qu'on arrive à faire ça avec des simulations. Donc ici c'est 3 simulations assez semblables qui ont été faites il y a 4 ans. Donc on voit une variété morphologique dans ces 3 simulations avec des disques ici, là, là, et puis des galaxies elliptiques ici, ici et ici. Donc on arrive à avoir cette représentation morphologique au moins qualitativement de notre univers. Mais cette diversité morphologique n'est pas complètement aléatoire, on ne la retrouve pas à toutes les échelles. Il y a une véritable ségrégation dans la morphologie des galaxies. C'est-à-dire que si on veut voir donc oubliez un moment les courbes noires, les données observationnelles, c'est les courbes en couleur. Okay, et ce qui est représenté ici, c'est la fraction d'elliptique en fonction de la masse, et on voit qu'on retrouve plus facilement des galaxies elliptiques pour les galaxies très massives dans notre univers. Au contraire, lorsqu'on va dans les galaxies de masse intermédiaire, qui sont typiquement la masse de notre Voie lactée, c'est plutôt des galaxies de type disque. On a une valeur qui est proche de 1,5. On a quand même plutôt une préférence pour les galaxies de type disque. Donc on a une ségrégation en masse de la morphologie des galaxies. Donc avant d'essayer d'expliquer qualitativement pourquoi on a ces galaxies elliptiques, je vais revenir juste sur un point. On a parlé de l'aspect multi-échelle de ces problèmes de formation de l'univers et des galaxies. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais avoir une résolution infinie. On est toujours dans le contexte où on a une certaine puissance de calcul. Cette puissance de calcul n'est pas infinie. Donc on est obligé de couper notre échelle à laquelle on fait notre calcul.
Et donc, on ne va pas être capable, par exemple, de résoudre la taille d'une étoile qui est pas loin de 10 ordres de grandeur par rapport aux résolutions typiques qu'on peut faire dans des simulations cosmologiques. Donc pour ça, on a besoin de ce qu'on appelle des modèles sous grille, donc qui ne suivent pas directement la formation de ces objets explicitement, à partir de principes premiers, mais qui modélisent sous forme d'équations, de modèles sous grille, comment doit être le comportement d'une étoile, comment doit être le comportement d'une explosion de supernova, comment doit être le comportement de la rétroaction d'un trou noir central, par exemple. Donc c'est des aspects essentiels, c'est les 3 aspects clés, on va dire maintenant, pour faire des simulations cosmologiques réalistes. C'est être capable de bien modéliser la formation des étoiles, bien modéliser les explosions d'étoiles massives, donc les supernovae, et enfin de bien modéliser les trous noirs au centre, les trous noirs supermassifs au centre des galaxies et leur rétroaction sur les galaxies elles-mêmes. Donc je vais juste m'intéresser ici sur un de ces aspects. Je pense que chaque aspect pourrait mériter 1 heure de présentation, mais on va juste aller rapidement sur la rétroaction des trous noirs. Donc c'est un processus qu'on peut décrire de manière relativement simple analytiquement. Un trou noir, c'est quoi? C'est une singularité dans l'espace, c'est un point qui attire de la matière. Et donc si vous avez un milieu gazeux relativement homogène autour, vous pouvez montrer assez simplement, donc il y a un rayon caractéristique associé à la masse de ce trou noir, qui est en ordre de grandeur G, constante gravitationnelle, fois la masse de ce trou noir divisé par la vitesse du fluide au carré. D'accord ? Et donc le taux d'accrétion sur ce trou noir, ça va être le flux ρV qui arrive à la surface de ce rayon caractéristique fois le rayon caractéristique au carré qui est une surface. D'accord ? Donc vous pouvez montrer que le taux d'accrétion, si vous écrivez R par ses grandeurs, le taux d'accrétion c'est la densité fois la masse du trou noir au carré divisé par la vitesse au cube. D'accord ? Et cette vitesse, si au lieu de prendre ici, pour illustrer, j'ai pris une vitesse relative, mais vous pouvez remplacer par un gaz au repos. Dans ce cas-là, la vitesse caractéristique qui apparaît, c'est la vitesse du son du gaz. Okay, donc vous pouvez remplacer la vitesse relative du gaz par la vitesse du son modulo une petite constante. Et donc on voit que le taux d'accrétion est inversement proportionnel à une puissance de la vitesse du son. Or l'énergie qui est réinjectée par le trou noir, donc ça va former un disque d'accrétion, l'énergie qui est réinjectée va être proportionnelle à ce taux d'accrétion fois une certaine constante. Et donc ce qu'on voit, c'est que la rétroaction de ce trou noir, de ce qu'il a mangé, va être proportionnelle à la densité et inversement proportionnelle à la température de ce qu'il a absorbé. Donc plus le gaz va être dense et plus il va être froid, et plus la rétroaction du trou noir va être importante. D'accord ? Donc ces trous noirs, on les retrouve dans les trous noirs supermassifs au centre des galaxies, on les retrouve dans toutes les galaxies de manière assez systématique. La masse du trou noir est proportionnelle à la masse du bulbe central de chaque galaxie. On a des signatures observationnelles de ces trous noirs par le biais de jets à grande échelle. C'est un jet de noyau actif de galaxies. Je parlerai d'AGN, c'est son nom en anglais. Je suis désolé, j'arrive pas à le faire en français. Donc AGN. Et on voit ces jets qui se forment juste pour donner une idée. Donc les jets peuvent avoir la puissance de 10 000 milliards la puissance du Soleil. Donc il ne vaut mieux pas en avoir un aussi proche que le Soleil. Sinon on serait un peu ébloui. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de l'impact que peut avoir un trou noir sur une galaxie elle-même. Donc on peut essayer de les modéliser. Donc ici ça va être une simulation. C'est pas une simulation cosmologique, c'est très idéalisé. On a commencé avec un potentiel sphérique, une distribution de gaz sphérique, et on va laisser le gaz se refroidir. On a un trou noir au centre, et donc on voit ce qui se passe. Donc ici c'est la densité de gaz, donc c'est juste 2 projections différentes. Ça c'est la température du gaz, donc plus c'est jaune, plus c'est chaud, plus c'est violet et plus c'est froid. Et on voit des petits morceaux, des fragments de gaz froid qui apparaissent, et chaque fois qu'un gros paquet de gaz froid arrive à atteindre le trou noir, on voit une expulsion de matière apparaître, on voit des chocs extrêmement chaud qui se propage dans le milieu intra-amas. Et si vous voulez bien comparer avec les données observationnelles, donc ici c'est un travail de Philippe Salomé et Françoise, on voit ce type de choses apparaître. Donc ce que vous voyez en contour blanc, c'est l'émission radio, c'est le jet lui-même. Okay, et les contours noirs qu'on voit, c'est l'émission du gaz, du monoxyde de carbone qui trace le gaz froid dans ces structures. Et donc on voit ces bulles de gaz très chaud propulsées par le jet qui sont entourés de gaz froid autour. Et si vous allez à plus haute résolution, si vous utilisez d'autres traceurs du gaz froid, comme le gaz H-alpha, et vous pouvez aller à plus haute résolution et voir que ce gaz est bien structuré en filaments et en agrégats, en morceaux de gaz froid. Donc maintenant, on va aller sur les simulations cosmologiques. Donc on peut mettre ces recettes,
modèles sous grille de trous noirs supermassifs dans les simulations. Donc, on a eu plusieurs simulations qui sont apparues en 2014-2015, donc la simulation Illustris, la simulation Eagle, la simulation Massive Black 2, la simulation qu'on a fait à l'IAP, la simulation Horizon AGN, qui sont toutes assez semblables en termes de résolution et de physique. Ils diffèrent légèrement les unes des autres, mais globalement, c'est des simulations qui incluent quelques milliards d'éléments de résolution, qui ont utilisé une dizaine, voire des dizaines de millions d'heures de calcul. Donc, juste pour vous imaginer, 10 millions d'heures de calcul, si vous aviez un processeur pour le faire, au lieu d'avoir 10 000 processeurs par exemple, eh bien, il vous faudrait un millénaire pour le faire. C'est pour vous imaginer un petit peu ce que ça représente en termes de temps. Et donc ces simulations, on peut les laisser courir temporellement. Donc on va voir ici une vidéo de la simulation Horizon AGN. Donc on démarre de conditions initiales de type fond diffus cosmologique. Donc en vert, c'est la densité de gaz, en bleu, c'est les métaux, en rouge, c'est la température. Donc on voit cette structure filamentaire qui apparaît à grande échelle avec des grands vides cosmiques, des filaments de taille très différente, donc des grands filaments, des grands ponts de matière, puis des filaments à plus petite échelle, et puis ce gaz chaud qui apparaît au sein des structures les plus massives, parce que le gaz tombe dessus, choque, mais on a aussi du gaz chaud qui apparaît à cause de la matière qui est propulsée, qui est éjectée des galaxies. Donc c'est exactement la même simulation, simplement on a zoomé, on a pris notre microscope et on regarde ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. Et on voit ces filaments fins qui apparaissent, on voit les points bleus, ces galaxies qui évoluent, et puis de temps en temps on voit de l'expulsion de matière qui apparaît ici et là à différents endroits de la boîte, qui correspond à cette matière propulsée par les explosions de supernovae et trous noirs supermassifs. Donc si on revient quelques secondes, on avait dit que les simulations cosmologiques peuvent servir pour contraindre les modèles d'univers. Donc c'était des simulations sans gaz, hein, juste de la matière noire et l'évolution de la gravité. On voyait qu'il y avait des déviations de l'ordre de la dizaine de pourcents, à peu près, à certaines échelles, à 1K ou 10K. Et ça, ce sont ces simulations, cette simulation Horizon AGN. Donc on va se concentrer juste sur ces figures. Eh bien, avec du gaz et avec ici les trous noirs supermassifs, les AGN, leur rétroaction sur le gaz, eh bien, on voit que la déviation de ce spectre de puissance par rapport à la même simulation, mais juste en utilisant la matière noire, donc sans le gaz, sans rétroaction, etc., eh bien, on voit que la déviation est de l'ordre de 10% à peu près, suivant les époques auxquelles on regarde. C'est-à-dire que si on veut contraindre les modèles d'univers, la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre comment la physique du gaz se fait. Sinon, quand on va observer une déviation par rapport au modèle standard, on ne saura pas s'il faut l'interpréter comme une déviation à cause de la physique du gaz ou à cause de notre modèle d'univers. Donc c'est un aspect essentiel de ces simulations cosmologiques qui permettent d'enlever ces effets de la physique du gaz. Donc on va revenir sur la morphologie des galaxies. Donc encore une fois, c'est la simulation Horizon AGN. Donc dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, c'est la même simulation qu'on a fait tourner sans les trous noirs supermassifs, donc sans leur rétroaction. Et on voit de manière assez spectaculaire la différence aux grandes échelles. Donc c'est la distribution de gaz ici et ici. Exactement le même volume hein, qu'on regarde. Et on voit que manquent à l'appel toutes les bulles bleues, violettes qui apparaissent, qui sont liées à l'expulsion de gaz chaud à cause des trous noirs supermassifs. Et lorsqu'on s'intéresse aux galaxies relativement massives dans ce cas-là, au centre de ces halos massifs, eh bien on voit que les mêmes galaxies, hein, c'est la même galaxie centrale du même halo, eh bien ces galaxies sont radicalement différentes. Okay, toutes ces galaxies vont être plutôt bleues, de galaxies type spirale avec des bras spiraux, okay, et ces galaxies vont être plutôt de type elliptique, rouge, sans structure spirale, et qui collent bien mieux avec la réalité, parce que ça correspond à des galaxies massives pour lesquelles on s'attend à avoir des galaxies plutôt de type elliptique. Donc pourquoi est-ce qu'on a cette variété morphologique? La raison, j'avais parlé de ségrégation en masse, hein, de la variété morphologique. La raison est la suivante, c'est que les amas de galaxies, ce n'est pas la même chose qu'un environnement type notre Voie lactée. Donc c'est à peu près la même taille, hein, ça doit faire à peu près 1 mégaparsec ici, peut-être 2 mégaparsecs là. Et la densité de matière dans ces deux objets est très différente. Il y a un facteur 1000, 100 à 1000 entre les deux. Donc juste pour comparer, pour mettre en relatif, ça revient à comparer la densité du plomb avec la densité de plumes de canard d'un oreiller. Donc vous voyez que c'est des choses radicalement différentes. Et donc, par exemple, dans ce cas-là, on va avoir beaucoup plus de fusions entre galaxies que dans ce cas ici, qui est celui de notre Voie lactée. Or, les fusions de galaxies ont un rôle essentiel dans l'évolution morphologique,
de ces galaxies. Donc vous avez ici deux galaxies en fusion, modélisées numériquement par Volker Springel et ses collaborateurs. Donc on voit des galaxies qui sont plutôt de type disque initialement, spirale, et qui vont se rencontrer à un moment donné de ce film. Et on va voir que la morphologie va violemment changer. Vous voyez ces ponts de matière qui semblent apparaître aussi, qui sont des queues de marée, qui sont liées complètement à l'interaction gravitationnelle de ces deux objets. Donc là, les deux galaxies sont en train de fusionner. La distribution de matière commence déjà à être beaucoup plus elliptique, beaucoup plus sphérique. Vous avez des coquilles de matière qui apparaissent aussi. Donc vous avez quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un sphéroïde, une ellipse, qu'à une galaxie à disque. Vous pouvez faire des choses de manière beaucoup plus quantitative. C'est ce qui a été fait dans ce travail de 2007. Vous prenez des galaxies de type disque ici. Donc ici, on voit la mesure de rotation divisée par la dispersion de vitesse des étoiles. Donc la rotation caractérise plutôt les disques, la dispersion de vitesse caractérise plutôt les elliptiques. Donc si cette valeur est plus grand que 1, vous avez un disque. Si cette valeur est plus petit que 1, vous avez plutôt une elliptique. Okay, vous commencez avec des disques et vous faites fusionner ces disques entre eux. Et vous voyez que plus vous les faites fusionner entre eux, et plus ça ressemble à des elliptiques. Okay, donc ça, c'est la valeur mesurée de V sur sigma en fonction de la quantité de masse fusionnée. Et ici, c'est les images. Donc ici, c'est juste la distribution de matière avec les courbes de rotation, avec la distribution de rotation, dispersion, rotation, dispersion. Et on fusionne de plus en plus. Et on voit que la rotation disparaît au profit de la dispersion. Ensuite, on peut s'amuser à mettre un trou noir dans ces galaxies et voir ce qui se passe. Donc on a deux galaxies à disque. Il y a notre travail plus récent de collègues qui sont à l'IAP. Donc on voit ces deux galaxies à disque qui fusionnent. La partie bleue, c'est le gaz. Et on voit que quand les deux objets fusionnent, le gaz semble disparaître et est complètement éjecté de ces deux galaxies à cause du trou noir central. Les deux trous noirs fusionnent. Il y a beaucoup de gaz froid proche de ces trous noirs et donc active l'AGN et permet d'expulser fortement de la matière. Donc on va reprendre ici notre cas d'un amas de galaxies. Donc juste pour illustrer, on a ici la densité d'étoiles, ici la température du gaz, et on voit toutes ces collisions très nombreuses qui apparaissent entre ces galaxies. Donc les fusions entre galaxies sont permanentes dans un amas de galaxies, avec des galaxies soit très massives avec des masses comparables comme celle-ci avec celle-là, ou soit avec des masses très différentes, mais dans ce cas-là, il y a de multiples fusions possibles. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va mettre un trou noir central dans cet objet très encombré? Donc on va pouvoir prendre un exemple. Donc on a dit que les fusions changent la morphologie. Et en fait, le rôle essentiel des AGN, des trous noirs, ça va être de rendre durable ce changement. Donc ici, j'ai pris une illustration d'une galaxie parmi la centaine de milliers qu'on a dans cette simulation horizon AGN. On peut répéter l'exercice sur plein d'autres galaxies, mais celle-ci est très illustrative. Donc on voit ici la puissance de l'AGN, la luminosité de l'AGN en noir, en fonction du temps cosmologique. En bleu, c'est juste une courbe qui vous dit si vous êtes au-dessus de cette courbe, l'AGN a un impact significatif sur le gaz. Si vous êtes en dessous, l'AGN a un impact assez mineur sur le gaz dans la galaxie. Ici, vous voyez le taux de formation d'étoiles en noir en fonction du temps. Donc c'est la rapidité à laquelle la galaxie forme des étoiles. Donc la courbe ici en très plein, c'est la simulation avec les AGN. En très pointillé, c'est sans les AGN. On enlève les trous noirs de la simulation, on regarde ce qui se passe. Et donc la première chose qu'on voit, c'est que la même galaxie, on a pris la même galaxie au temps final, et on voit que le taux de formation d'étoiles est radicalement différent. Il y a au moins deux ordres de grandeur entre les deux taux de formation d'étoiles. Donc cette galaxie ne forme plus d'étoiles essentiellement dans l'univers local, alors que celle-ci continue à en former vigoureusement. Et enfin, la morphologie de ces galaxies est caractérisée par la rotation sur la dispersion. Donc si on est au-delà de cette valeur de 1, on a plutôt à faire un disque. Si on est en dessous, on a plutôt à faire une elliptique. Et donc ce qu'on voit en rouge, pas en rouge ici, les petits histogrammes, c'est juste les petits bâtons. C'est à chaque fois qu'on a un bâton qui apparaît, on a une fusion avec cette galaxie. Il y a une fusion significative qui apparaît. Et donc on voit qu'ici, il y a plusieurs fusions qui apparaissent. Il y a 2-3 objets en fait, qui apparaissent. Je vais les montrer. Donc, il y a une galaxie, une autre galaxie. Et ces fusions permettent de déclencher l'activité de la formation d'étoiles de la galaxie, mais l'activité du trou noir aussi est radicalement changée. Vous voyez, le trou noir bondit de 2 ou 3 ordres de grandeur en énergie injectée dans le gaz. Et à ce moment-là, au moment de la fusion, la morphologie, la cinématique de la galaxie aussi est en train de changer
passe d'une galaxie de type disque à une galaxie de type elliptique. Dans les deux cas, qu'il y ait un trou noir ou qu'il n'y ait pas de trou noir, cette galaxie devient une galaxie elliptique. Mais par contre, en l'absence du trou noir, le disque se reconstruit parce qu'il y a toujours du gaz autour de cette galaxie, ce gaz chaud qui refroidit en permanence, qui s'accumule pour donner du carburant à la formation d'étoiles. Et ce gaz tombe en rotation sur la galaxie et un disque se reconstruit. Au contraire, si vous avez ce trou noir central, ce trou noir éjecte de formidables quantités d'énergie dans le gaz chaud autour de la galaxie, donc va complètement arrêter pendant des milliards d'années l'accrétion de matière et le refroidissement du gaz autour de la galaxie. Et donc il n'y a plus de formation d'étoiles, c'est ce qu'on voit. Et cette morphologie est complètement gelée dans le temps, elle est devenue une elliptique et elle reste une elliptique pendant des milliards d'années. Donc le rôle des AGN, ça va être de geler ces changements morphologiques dans le temps. Donc on peut le voir autrement, essayer de s'en convaincre d'une autre manière. Là, c'est la façon un peu plus quantitative. Donc on accumule la fraction de galaxies elliptiques en fonction de la masse des galaxies. C'est la figure que je vous ai montrée avant. Donc les points d'observation, ce sont les couleurs. Donc la fraction d'elliptique, c'est la courbe magenta, violette, ici. Et le résultat des simulations avec AGN, avec trou noir, c'est la courbe noire, continue. Et sans les AGN, sans les trous noirs, c'est la courbe pointillée. Donc vous voyez qu'on est complètement en désaccord avec les données observationnelles si on n'inclut pas ces trous noirs supermassifs pour les galaxies massives, alors qu'on arrive à reproduire la bonne fraction d'elliptique globalement lorsqu'on inclut ces trous noirs supermassifs. Et donc la raison à cela, c'est évidemment ces fusions. On peut s'amuser à calculer la quantité de masse qui est formée in situ dans ces galaxies versus celle qui est formée ex situ, donc in situ par la formation d'étoiles, qui va former plutôt des disques, et ex situ par les fusions entre galaxies. Et essentiellement, on va voir que donc ça, c'est la fraction in situ en fonction de la masse. On va voir que cette fraction diminue en fonction de la masse et va vers 10%, 20% pour les galaxies plus massives. Donc elles se forment essentiellement par fusion, et ce qui explique leur changement morphologique, alors qu'en l'absence d'AGN, de trous noirs, cette fraction in situ est toujours au-delà de 50%, elle domine toujours. Donc on est tout le temps en permanence en train de reconstruire des disques et de former des étoiles, et donc d'avoir un disque stellaire qui apparaît. Donc je suis arrivé à peu près au bout de mon temps, je vais juste, on va passer ça rapidement, et juste vous donner la réponse de la question initiale. Donc le ciel observé, c'était l'image de gauche, qui est le Hubble Deep Field, et donc la simulation, le ciel simulé sur ordinateur, c'est l'image de droite. Donc on voit des différences, en fait c'est juste les coupures en magnitude de détectabilité qui ne sont pas les mêmes, celles qui sont utilisées, les filtres ne sont pas exactement les mêmes non plus. Mais on voit qu'on a des ciels relativement réalistes, on retrouve des galaxies bleues, des galaxies rouges comme dans l'univers réel. Et je vous encourage à aller faire un tour sur cette page web, c'est comme Google Maps, mais vous pouvez zoomer dans ce ciel dynamiquement et jouer avec, et c'est assez spectaculaire, donc je vous encourage à le faire. Merci.